Haïti n'est pas un simple pays inscrit sur une carte. Haïti est une mémoire blessée, une mémoire faite de cris étouffés, de chaînes brisées, de combats oubliés et de promesses trahies. Comprendre Haïti, ce n'est pas seulement raconter son passé, c'est écouter une terre qui parle encore. C'est entendre la voix de ceux qu'on a voulu faire taire. Bien avant que l'histoire ne soit écrite par les Européens, bien avant les cartes, les frontières et les noms imposés, l'île que nous appelons aujourd'hui Haïti portait déjà une identité forte et ancienne. Son nom était Haïti, un mot simple mais chargé de sens, qui signifie la terre des hautes montagnes. Ce nom n'était pas symbolique, il décrivait une réalité, une île majestueuse, couverte de montagnes verdoyantes, de rivières abondantes, de forêts épaisses et de plaines fertiles. Une terre généreuse, vivante, respectée par ceux qui l'habitaient. Un peuple ancien, les Taïnos. Les premiers habitants connus d'Haïti étaient les Taïnos, un peuple amérindien venu d'Amérique du Sud qui s'était installé sur l'île plusieurs siècles avant l'arrivée des Européens. Les Taïnos n'étaient pas des errants sans organisation. Ils formaient une société structurée, stable et profondément enracinée dans son environnement. Ils vivaient dans des villages appelés Yucayekes, composés de maisons circulaires, construites avec des matériaux naturels. Chaque village était dirigé par un chef, le cacique, entouré de conseillers, de sages et de guérisseurs. Le pouvoir du cacique n'était pas fondé sur la violence, mais sur le respect et la sagesse. Chez les Taïnos, gouverner signifiait protéger la communauté. Une société basée sur l'équilibre. Les Taïnos vivaient principalement de l'agriculture et de la pêche. Ils cultivaient le manioc, le maïs, la patate douce, l'arachide. Ils pêchaient dans les rivières et en mer, sans surexploiter les ressources. Ils ne prenaient à la nature que ce dont ils avaient besoin. Pour eux, la terre n'était pas une propriété à exploiter, mais une mère à respecter. Il n'existait pas de grandes inégalités sociales. La solidarité était une valeur centrale. La communauté passait avant l'individu. Haïti était une société où l'on vivait lentement mais dignement. La spiritualité taïno, une terre habitée par les esprits. La vie taïno était profondément liée au spirituel. Ils croyaient aux émis, des esprits protecteurs liés à la nature, aux ancêtres et aux forces invisibles. Chaque montagne, chaque rivière, chaque arbre important avait une signification spirituelle. La nature n'était jamais silencieuse. Elle parlait à ceux qui savaient l'écouter. Les cérémonies, les chants et les danses faisaient partie du quotidien. Elle servait à remercier les esprits, à demander protection et à maintenir l'équilibre du monde. Cette spiritualité n'était pas fondée sur la peur, mais sur le respect. Respect de la vie, respect des ancêtres, respect de la terre. Une terre sans guerre de conquête. Contrairement aux grandes civilisations guerrières, les Taïnos ne cherchaient pas à conquérir d'autres territoires. Ils ne construisaient pas d'empire. Ils ne vivaient pas dans la peur permanente de l'ennemi. Les conflits existaient, mais ils étaient rares et limités. La guerre n'était pas une valeur centrale de leur société. Haïti était une terre de paix relative, où la vie humaine avait une valeur. Une civilisation invisible pour l'histoire officielle. Pendant longtemps, cette civilisation a été minimisée, ignorée ou présentée comme primitive par les récits coloniaux. Mais les recherches archéologiques et historiques montrent aujourd'hui une réalité différente. Les Taïnos avaient une connaissance avancée de leur environnement. Ils savaient s'adapter, organiser leur société et transmettre leur savoir. Ils avaient une histoire, une culture, une identité. Mais cette identité allait être brutalement confrontée à un monde qui ne cherchait ni l'échange ni le respect. Le silence avant la tempête. À la fin du XVe siècle, Haïti vivait encore selon ses propres rythmes. Les saisons se succédaient, les villages prospéraient. Les enfants grandissaient sans connaître la peur des chaînes. Personne ne savait que bientôt, des bateaux apparaîtraient à l'horizon. Personne ne pouvait imaginer que cette terre paisible deviendrait le théâtre de l'un des plus grands drames de l'histoire humaine. Haïti respirait encore librement, mais le monde allait bientôt changer à jamais. Après la disparition progressive des peuples autochtones, exterminés par la violence, les maladies et l'esclavage, l'île d'Hispaniola devint un territoire convoité par les grandes puissances européennes.
Espagnols, Français, Anglais et Hollandais se disputèrent le contrôle de cette terre stratégique, située au cœur des routes maritimes des Amériques. Au XVIIe siècle, la partie occidentale de l'île échappa peu à peu au contrôle espagnol. Des flibustiers, corsaires et aventuriers français s'y installèrent, notamment sur l'île de la Tortue. Ces hommes vivaient du pillage des navires espagnols et de petites cultures. Progressivement, la France imposa son influence. En 1597, par le traité de Ryswick, l'Espagne reconnut officiellement la possession française de l'ouest de l'île. Cette colonie prit le nom de Saint-Domingue. Saint-Domingue, la perle des colonies. Très rapidement, Saint-Domingue devint la colonie la plus riche du monde. La France y développa une économie de plantation fondée sur la culture du sucre, du café, du coton, de l'indigo et du cacao. Ces produits étaient exportés massivement vers l'Europe et faisaient la fortune des ports français comme Bordeaux, Nantes ou La Rochelle. Mais cette richesse avait un prix humain effroyable. Pour faire fonctionner les plantations, la France mit en place un système d'esclavage de masse basé sur la déportation de millions d'Africains arrachés à leur terre natale. La traite négrière est l'enfer de l'esclavage. Des hommes, des femmes et des enfants furent capturés en Afrique, enchaînés, entassés dans des navires négriers et transportés à travers l'Atlantique dans des conditions inhumaines. Beaucoup mouraient pendant la traversée. Ceux qui survivaient arrivaient à Saint-Domingue brisés, vendus comme du bétail et privés de toute identité. Sur les plantations, les esclaves travaillaient du lever au coucher du soleil, sous la surveillance brutale des commandeurs. Les châtiments étaient cruels, fouets, mutilations, pendaisons, brûlures. Le Code noir, promulgué par la France en 1685, légalisait cette barbarie en réduisant les Noirs au statut de biens meubles. L'espérance de vie d'un esclave à Saint-Domingue dépassait rarement 10 ans. Pour maintenir la production, les colons devaient importer sans cesse de nouveaux captifs africains. La colonie reposait donc sur une violence permanente. Une société profondément divisée Saint-Domingue était une société hiérarchisée et explosive. Au sommet se trouvaient les grands blancs, riches propriétaires de plantations et négociants. Ils détenaient le pouvoir économique et politique. En dessous, les petits blancs, artisans, soldats, employés, souvent pauvres mais jaloux de leur supériorité raciale. Venaient ensuite les libres de couleur, parfois appelés mulâtres. Beaucoup étaient nés de relations entre colons blancs et femmes africaines. Certains étaient instruits, possédaient des terres, voire des esclaves. Pourtant, malgré leur richesse, ils étaient victimes de discriminations raciales sévères et privés de droits politiques. Enfin, tout en bas de l'échelle, se trouvaient les esclaves africains, qui représentaient plus de 90% de la population. Ils venaient de différentes régions d'Afrique, parlaient diverses langues, mais partageaient une même souffrance, résistance, marronnage et culture de la révolte. Malgré la terreur, les esclaves ne cessèrent jamais de résister. Certains sabotaient le travail, d'autres empoisonnaient les maîtres. Beaucoup fuyaient les plantations pour se réfugier dans les montagnes. On les appelait les marrons. Ces communautés marronnes vivaient libres, organisées, et menaient parfois des attaques contre les colons. Les esclaves conservaient aussi leurs traditions africaines, chants, danses, croyances spirituelles. Ces éléments donnèrent naissance à une culture nouvelle, mêlant Afrique et Nouveau Monde. Le vaudou devint un espace de résistance, de solidarité et d'espoir. Une richesse bâtie sur une poudrière. À la fin du XVIIIe siècle, Saint-Domingue produisait plus de sucre et de café que toutes les autres colonies réunies. Mais cette prospérité cachait une vérité dangereuse. La colonie était une poudrière sociale. Les esclaves étaient écrasés, les libres de couleur humiliés, les petits blancs frustrés et les grands colons divisés. Pendant ce temps, en Europe, de nouvelles idées circulaient. Les philosophes des Lumières parlaient de liberté, d'égalité et de droits de l'homme. En 1789, la Révolution française éclata. Ses échos traversèrent l'Atlantique et atteignirent Saint-Domingue. Ces idées allaient enflammer les esprits et bouleverser à jamais l'histoire de la colonie. Car ce que les colons considéraient comme impossible était sur le point de se produire. Les esclaves allaient se lever. C'est ainsi que s'ouvre le chemin vers la Révolution haïtienne.
À la fin du XVIIIe siècle, Saint-Domingue était la colonie la plus riche du monde, mais aussi la plus injuste. Derrière les plantations verdoyantes et les fortunes colossales se cachait une réalité insoutenable. Un peuple entier vivait enchaîné, humilié, nié dans son humanité. Pourtant, ce peuple n'avait jamais cessé de rêver de liberté. Les idées de la Révolution française atteignent Saint-Domingue. En 1789, la Révolution française proclama la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Liberté, égalité, fraternité. Ces mots, porteurs d'espoir, traversèrent l'océan Atlantique. Mais à Saint-Domingue, ces principes ne s'appliquaient qu'aux Blancs. Les grands Blancs réclamaient plus d'autonomie économique. Les petits Blancs exigeaient l'égalité avec les riches colons. Les libres de couleur, menés par des hommes comme Vincent Auger, réclamaient l'égalité des droits civiques. Et les esclaves, majoritaires, attendaient le moment de briser leurs chaînes. Lorsque Vincent Auger fut exécuté avec une cruauté extrême en 1791, pour avoir osé réclamer l'égalité, un message clair fut envoyé. La justice coloniale ne reconnaissait que la violence. La nuit du Bois Caïman, le point de non-retour, dans la nuit du 22 août 1791, dans un lieu appelé Bois Caïman, des esclaves se réunirent secrètement, hommes et femmes venus de différentes plantations, unis par la souffrance et l'espérance. Une cérémonie vaudou eut lieu, dirigée par Deutty Boukman et Cécile Fatiment. Ce soir-là, un serment fut prononcé, un serment de liberté ou de mort. Quelques heures plus tard, la plus grande insurrection d'esclaves de l'histoire moderne éclata. Des plantations furent incendiées, des chaînes brisées, des maîtres renversés. En quelques semaines, le nord de Saint-Domingue était en flammes. Ce n'était plus une révolte isolée, c'était une révolution. La naissance de chefs révolutionnaires. Parmi les insurgés émergèrent des figures exceptionnelles. Des hommes autrefois réduits en esclavage révélèrent un génie militaire et politique que l'Europe n'avait jamais imaginé possible. Le plus grand d'entre eux était Toussaint Louverture. Ancien esclave affranchi, autodidacte, stratège hors pair, Toussaint comprit très vite que la liberté ne se gagnerait pas seulement par la violence, mais aussi par l'intelligence politique. Il organisa les troupes, disciplina les combattants et transforma une révolte d'esclaves en une véritable armée. Une guerre mondiale sur le sol de Saint-Domingue. La situation devint rapidement internationale. L'Espagne et l'Angleterre, ennemis de la France révolutionnaire, tentèrent de s'emparer de la colonie. Saint-Domingue devint un champ de bataille où s'affrontaient plusieurs empires. Toussaint Louverture joua un jeu complexe d'alliances. D'abord allié à l'Espagne, il se rallia ensuite à la France lorsque celle-ci abolit officiellement l'esclavage en 1794. Cette décision historique transforma la lutte. Désormais, les anciens esclaves combattaient pour défendre leur liberté reconnue par la loi. Sous la direction de Toussaint, les armées noires repoussèrent les Espagnols et les Anglais. Saint-Domingue devint le premier territoire au monde gouverné, de fait par un ancien esclave. Toussaint Louverture, gouverneur de Saint-Domingue. En 1801, Toussaint Louverture promulgua une constitution. Il affirma l'abolition définitive de l'esclavage et se nomma gouverneur à vie. Bien qu'il restât officiellement fidèle à la France, Saint-Domingue fonctionnait désormais comme un État autonome. Mais en Europe, un homme n'acceptait pas cette situation, Napoléon Bonaparte. L'expédition de Napoléon, le retour de l'esclavage. En 1802, Napoléon envoya une immense armée pour reprendre le contrôle de Saint-Domingue et rétablir l'esclavage. Les combats furent d'une violence extrême. Les troupes françaises utilisèrent la ruse, la trahison et la terreur. Toussaint Louverture fut capturé par traîtrise, déporté en France et emprisonné dans le fort de Joux, où il mourut de froid et de faim en 1803. Avant de partir, il aurait prononcé ces mots prophétiques. « En me renversant, on n'a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté. Il repoussera par les racines, car elles sont profondes et nombreuses. » Dessalines et la guerre finale. Après Toussaint, la lutte continua sous la direction de Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe et Alexandre Pétion. Cette fois, la guerre devint totale. Les combattants haïtiens savaient qu'ils n'avaient plus le choix, la victoire ou le retour à l'esclavage.
La bataille décisive eut lieu à Vertières, le 18 novembre 1803. L'armée française fut vaincue. Pour la première fois dans l'histoire moderne, une armée d'anciens esclaves battait une grande puissance européenne. 1804, la naissance d'Haïti. Le 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines proclama l'indépendance. Saint-Domingue devint Haïti, reprenant son nom autochtone en hommage aux peuples exterminés. Haïti devint ainsi la première république noire indépendante, le premier État issu d'une révolte d'esclaves victorieuse, un symbole de liberté pour tous les peuples opprimés. Mais cette victoire historique allait avoir un prix terrible. Le 1er janvier 1804, Haïti naquit dans le sang, la victoire est la fierté. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un peuple réduit en esclavage s'était libéré par ses propres forces et avait vaincu l'une des plus grandes armées du monde. Cette victoire aurait dû être célébrée universellement. Mais il n'en fut rien. Dès ses premiers pas, la nouvelle nation haïtienne fut confrontée à une réalité brutale. Le monde ne pardonne pas aux esclaves qui se libèrent seuls. Une indépendance qui fait peur au monde. Haïti représentait un danger idéologique. Son existence même menaçait l'ordre colonial mondial. Si les esclaves d'Haïti avaient réussi, pourquoi pas ceux de la Jamaïque, de Cuba, du Brésil ou des États-Unis? Les grandes puissances esclavagistes prirent une décision silencieuse mais lourde de conséquences. Isoler Haïti, l'asphyxier économiquement et diplomatiquement. La France refusa de reconnaître l'indépendance. Les États-Unis, pourtant nés d'une révolution, tournèrent le dos à Haïti. Les puissances européennes fermèrent leurs ports. Haïti devint un État libre, mais seul. Dessalines gouvernait un pays détruit. Jean-Jacques Dessalines hérita d'un pays ravagé par 15 années de guerre. Les plantations étaient brûlées, les villes détruites, l'économie anéantie. La population était traumatisée, épuisée, mais déterminée à ne jamais retomber dans l'esclavage. Dessalines fit un choix difficile. Maintenir une production agricole encadrée pour éviter l'effondrement total du pays. Mais ce système fut mal compris et parfois rejeté par une population qui associait le travail forcé à l'esclavage. En 1804, Dessalines se proclama empereur Jacques Ier. Son objectif était clair, garantir la survie d'Haïti face aux menaces extérieures. Mais son autorité ferme lui attira de nombreux ennemis, y compris parmi les anciens révolutionnaires. En 1806, Jean-Jacques Dessalines fut assassiné. Haïti perdit l'un de ses plus grands fondateurs. Un pays divisé en deux. Après la mort de Dessalines, Haïti entra dans une période de profonde division. Le pays se scinda en deux entités. Au nord, Henri-Christophe établit un royaume autoritaire mais structuré, avec une armée forte, des écoles, des routes et la célèbre citadelle La Ferrière, symbole de résistance contre un éventuel retour français. Au sud, Alexandre Pétion instaura une république plus libérale, mais économiquement fragile, fondée sur le partage des terres. Cette division affaiblit durablement la jeune nation. Pendant que les dirigeants se disputaient le pouvoir, Haïti restait isolé et vulnérable. La reconnaissance empoisonnée de la France. En 1825, un événement marqua un tournant dramatique. La France accepta enfin de reconnaître l'indépendance d'Haïti, mais à une condition monstrueuse. Sous la menace des canons, le roi Charles X imposa à Haïti une indemnité de 150 millions de francs or, destinée à indemniser les anciens colons pour la perte de leurs esclaves. Oui, les anciens esclaves devaient payer leurs anciens maîtres pour avoir été libérés. Cette dette était astronomique. Elle équivalait à plusieurs années de richesse nationale. Pour payer, Haïti dut contracter des prêts auprès de banques françaises à des taux abusifs. Ainsi naquit ce que l'histoire appellera plus tard la dette de l'indépendance ou la dette de l'esclavage. Un piège économique mortel pendant plus d'un siècle. Une grande partie des revenus haïtiens fut utilisée pour rembourser cette dette injuste. L'argent qui aurait pu servir à construire des écoles, des hôpitaux, des routes et une industrie nationale quitta le pays. Haïti fut condamné à la pauvreté structurelle. Cette dette ne fut totalement remboursée qu'au XXe siècle, après avoir saigné plusieurs générations. Et pourtant, le mal était déjà fait. L'échec de l'unité nationale, les divisions internes, les luttes de pouvoir, l'absence d'un projet national commun aggravèrent la situation.
Les élites se détachèrent peu à peu du peuple. L'État se fragilisa. Haïti, qui avait donné au monde une leçon de liberté, se retrouvait piégé dans un système international injuste et hostile. Mais malgré tout, le peuple haïtien résista, par sa culture, par sa langue, par sa foi, par sa dignité. Après l'indépendance et le poids écrasant de la dette imposée par la France, Haïti entra dans une longue période d'instabilité politique. Le jeune État, affaibli économiquement et divisé socialement, devint une proie facile pour les ambitions étrangères. Ce qui avait commencé comme une lutte pour la liberté allait se transformer en un combat permanent pour la souveraineté. Un 19e siècle marqué par l'instabilité. Tout au long du 19e siècle, Haïti connut une succession rapide de gouvernements, de coups d'État et de conflits internes. Les présidents se succédaient, souvent renversés par la force. Les luttes de pouvoir entre élites politiques empêchaient la construction d'institutions solides. Pendant ce temps, la population rurale, majoritaire, vivait dans la pauvreté, loin des décisions politiques. L'État haïtien restait faible, incapable de contrôler l'ensemble du territoire ou de développer une économie stable. Cette fragilité attira l'attention des grandes puissances, notamment des États-Unis, en pleine expansion dans la région des Caraïbes. Les intérêts étrangers et la convoitise américaine. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, les États-Unis cherchaient à renforcer leur influence dans la Caraïbe, considérée comme leur zone stratégique. Haïti, situé à un point clé des routes maritimes, représentait un intérêt majeur. Des banques étrangères commencèrent à contrôler une partie des finances haïtiennes. La dette, les prêts forcés et la dépendance économique réduisaient encore la souveraineté du pays. Chaque crise politique devenait un prétexte pour une intervention étrangère. 15. Le tournant, l'occupation américaine. En 1915, après l'assassinat brutal du président Wilbrun Guillaume Sam, les États-Unis envoyèrent leurs troupes en Haïti. Officiellement, il s'agissait de rétablir l'ordre. En réalité, c'était le début d'une occupation militaire qui allait durer près de 20 ans. Les Marines américains prirent le contrôle des douanes, des finances et des institutions clés du pays. Haïti perdit de facto sa souveraineté. Une nouvelle constitution fut imposée, permettant aux étrangers de posséder des terres haïtiennes. Une rupture totale avec l'héritage de 1804. Travaux forcés et humiliation nationale. Sous l'occupation, des routes et des infrastructures furent construites, mais à quel prix? Le système de corvée, assimilé à des travaux forcés, fut réintroduit. Des paysans furent contraints de travailler sans salaire, sous la menace des armes. Pour un peuple né d'une révolte contre l'esclavage, cette situation fut une humiliation profonde. L'occupation ne représentait pas le progrès, mais le retour d'une domination étrangère. La résistance des Cacos face à l'occupation, une résistance armée se forma dans les campagnes. Les Cacos, des combattants paysans, prirent les armes pour défendre la souveraineté nationale. Leur chef le plus emblématique fut Charlemagne Péralte. Péralte devint le symbole de la dignité haïtienne. Il mena une guérilla acharnée contre les forces américaines. En 1919, il fut capturé et exécuté. Son corps fut exposé publiquement, attaché à une porte, dans une tentative d'intimidation. Mais cette image eut l'effet inverse. Elle transforma Péralte en martyr national. Culture, conscience nationale et résistance intellectuelle. Malgré la répression, une résistance culturelle et intellectuelle se développa. Des écrivains, des journalistes et des penseurs haïtiens dénoncèrent l'occupation et défendirent l'identité nationale. Le créole, le vaudou et les traditions populaires devinrent des outils de résistance face à l'effacement culturel. Cette période vit naître une conscience nationale plus forte, une volonté de se réapproprier l'histoire et la dignité du peuple haïtien. La fin de l'occupation est un héritage lourd. En 1934, sous la pression internationale et la résistance locale, les États-Unis mirent officiellement fin à l'occupation militaire. Mais Haïti ne sortit pas indemne de ces 20 années. Les institutions étaient toujours fragiles, l'économie dépendante et l'armée, formée par les Américains, allaient jouer un rôle central dans la politique future du pays. L'occupation laissa un héritage paradoxal.
des infrastructures visibles, mais une souveraineté brisée et une méfiance durable envers les puissances étrangères. Un peuple qui refuse de disparaître. Malgré tout, Haïti continuait d'exister, de résister et de créer. Sa musique, sa littérature, sa spiritualité et sa langue restaient vivantes. Chaque génération portait en elle la mémoire de la Révolution et la volonté de ne jamais se soumettre complètement. Après le départ des troupes américaines en 1934, Haïti retrouva officiellement sa souveraineté. Mais le pays restait fragile. L'occupation avait laissé une armée puissante, centralisée, qui allait désormais jouer un rôle décisif dans la vie politique. Les institutions démocratiques étaient faibles, l'économie dépendante et la population, majoritairement rurale, continuait de vivre dans la pauvreté. Durant les décennies suivantes, Haïti connut une succession de présidents, souvent soutenus ou renversés par l'armée. L'instabilité politique persistait. Le pays cherchait un équilibre, mais les tensions sociales, les inégalités et la lutte pour le pouvoir empêchaient toute stabilité durable. 1957. L'arrivée de François Duvalier. En 1957, un homme allait profondément marquer l'histoire haïtienne, François Duvalier, surnommé plus tard Papa Doc. Médecin de formation, Duvalier se présenta comme le défenseur des masses noires rurales contre l'élite traditionnelle. Il utilisa un discours nationaliste et populiste pour gagner le soutien d'une partie de la population. Mais une fois au pouvoir, il transforma rapidement la présidence en dictature personnelle. Il comprit une chose essentielle. Pour régner durablement, il fallait contrôler la peur. Les tontons macoutes, un régime de terreur, Duvalier créa une milice paramilitaire redoutée, les tontons macoutes, officiellement appelés volontaires de la sécurité nationale. Cette force agissait en dehors de tout cadre légal. Arrestations arbitraires, disparitions, tortures, exécutions publiques, la terreur devint un instrument politique. La population vivait sous surveillance constante. La dénonciation, la méfiance et la peur pénétrèrent les familles, les quartiers, les campagnes. Des milliers d'Haïtiens furent emprisonnés, torturés ou assassinés. Beaucoup prirent le chemin de l'exil, donnant naissance à une importante diaspora haïtienne. Le culte de la personnalité Duvalier développa un véritable culte de la personnalité. Il se présenta comme un leader mystique, presque surnaturel. Il utilisa les symboles culturels et religieux pour renforcer son pouvoir. Son image était omniprésente, dans les écoles, les administrations, les médias. En 1964, il se proclama président à vie. La démocratie avait disparu. L'opposition était écrasée. Mais derrière cette façade de puissance, le pays s'enfonçait dans la misère. L'économie stagnait, les infrastructures se dégradaient. L'éducation et la santé restaient sous-développées. 1971. Jean-Claude Duvalier, Baby Doc. À la mort de François Duvalier en 1971, son fils Jean-Claude Duvalier, âgé de seulement 19 ans, prit le pouvoir. Le régime continua, mais avec une image plus moderne et plus ouverte vers l'extérieur. Pendant un temps, l'économie sembla s'améliorer grâce au tourisme et à certains investissements étrangers. Mais la corruption, le détournement de fonds publics et les inégalités restaient profondément enracinées. La population continuait de souffrir. Les bidonvilles s'agrandissaient, les campagnes s'appauvrissaient, la frustration grandissait. Les années 1980, la colère monte. Au début des années 1980, la situation économique se détériora brutalement. La hausse des prix, le chômage et la pauvreté alimentèrent la colère populaire. L'Église catholique, à travers la théologie de la libération, commença à dénoncer publiquement les injustices. Des manifestations éclatèrent dans plusieurs villes. Les étudiants, les paysans, les travailleurs descendirent dans la rue. Le peuple, longtemps paralysé par la peur, retrouvait progressivement sa voix. En 1986, la chute du régime. En février 1986, face à la pression populaire massive et à la perte de soutien international, Jean-Claude Duvalier quitta le pays. Après près de 30 ans de dictature familiale, le régime duvalieriste prit fin. Mais Haïti sortait profondément marqué. Des milliers de morts, des institutions détruites, une culture politique dominée par la méfiance, une économie affaiblie.
La dictature avait laissé des cicatrices invisibles, mais durables. Un peuple traumatisé, mais toujours debout. La chute des Duvalier ouvrit une nouvelle ère, pleine d'espoir, mais aussi d'incertitude. Le peuple haïtien aspirait à la démocratie, à la justice et à la dignité. Pourtant, les défis restaient immenses, car l'histoire d'Haïti n'est pas seulement une succession de crises. C'est l'histoire d'un peuple qui, malgré les occupations, les dettes injustes, les divisions et les dictatures, refuse de disparaître. En 1986, lorsque Jean-Claude Duvalier quitta le pays, une immense vague d'espoir traversa Haïti. Après presque 30 ans de dictature, le peuple rêvait enfin de démocratie, de justice et de reconstruction nationale. Les rues vibraient d'un mot nouveau, liberté. Mais reconstruire un pays traumatisé par des décennies de peur et de corruption ne se fait pas en un jour. La dictature avait laissé derrière elle des institutions faibles, une armée politisée, une économie fragile et une société profondément divisée. La transition vers la démocratie allait être longue et douloureuse. Les premières années démocratiques, instabilité et coup d'État. Après 1986, plusieurs gouvernements provisoires se succédèrent. L'armée restait puissante et influente. Les élections étaient organisées, annulées, contestées. Les espoirs populaires se heurtaient à la réalité d'un État désorganisé. En 1990, un événement historique eut lieu. L'élection de Jean-Bertrand Aristide, ancien prêtre charismatique porté par les masses populaires. Pour beaucoup, il incarnait la voix des pauvres, la rupture avec l'ancien système. Mais en 1991, seulement quelques mois après son investiture, il fut renversé par un coup d'État militaire. Encore une fois, la démocratie haïtienne vacillait. Intervention internationale et dépendance. En 1994, une intervention internationale menée par les États-Unis permit le retour d'Aristide au pouvoir. L'armée haïtienne fut dissoute. Mais cette période marqua aussi le début d'une dépendance accrue vis-à-vis des forces étrangères et des organisations internationales. Au fil des années, Haïti devint l'un des pays recevant le plus d'aide internationale au monde. Pourtant, malgré des milliards de dollars injectés, la pauvreté persistait. Beaucoup de projets restaient inachevés. La population se demandait « Où va cet argent? Qui en bénéficie vraiment ?» La frustration grandissait. Grises politiques répétées. Les années 2000 furent marquées par de nouvelles tensions politiques, des manifestations, des accusations de fraude électorale, des gouvernements contestés. En 2004, Aristide quitta à nouveau le pouvoir dans des circonstances controversées. Une mission de stabilisation des Nations Unies, la MINUSTAH, fut déployée pour maintenir l'ordre. Elle resta pendant plus d'une décennie. Mais la stabilité promise tarda à se concrétiser 2010. Le séisme qui bouleverse tout. Le 12 janvier 2010, à 16h53, la terre trembla. Un séisme d'une magnitude de 7,0 frappa Port-au-Prince et ses environs. En quelques secondes, des bâtiments s'effondrèrent, des quartiers entiers furent détruits. Le bilan fut catastrophique. Des centaines de milliers de morts, des millions de sans-abri, des infrastructures anéanties. Haïti, déjà fragile, fut plongé dans l'une des pires catastrophes humanitaires du XXIe siècle. Le monde entier regardait, les promesses d'aide affluaient. Des milliards furent annoncés pour la reconstruction. Mais les années passèrent et beaucoup d'Haïtiens continuèrent de vivre sous des tentes dans des conditions précaires. La reconstruction fut lente, parfois chaotique, souvent opaque. Crises sanitaires et scandales. Après le séisme, une épidémie de choléra éclata, introduite par des casques bleus étrangers selon plusieurs enquêtes internationales. Des milliers de personnes moururent d'une maladie qui n'existait pas en Haïti auparavant. La douleur du séisme se transforma en colère. La confiance envers la communauté internationale s'éroda davantage. Instabilité récente et insécurité. Les années 2018-2023 furent marquées par de vastes mouvements de protestation contre la corruption, notamment autour du scandale Petrocaribe. La population descendit massivement dans les rues pour demander des comptes. En 2021, le président Jovenel Moïse fut assassiné dans sa résidence privée, plongeant le pays dans une nouvelle crise politique majeure. Depuis,
l'insécurité liée aux groupes armés s'est intensifiée dans plusieurs zones, notamment dans la capitale. Les enlèvements, les affrontements et la paralysie institutionnelle alimentent un climat d'incertitude. Mais réduire Haïti à ces crises serait une erreur. La résilience haïtienne. Malgré tout, Haïti vit, Haïti crée, Haïti résiste. Dans les quartiers populaires, on entend la musique compas, le rap créole, les chants religieux. Les artistes, les écrivains, les entrepreneurs, les enseignants continuent de bâtir parfois dans l'ombre. La diaspora haïtienne, présente en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, joue un rôle crucial en soutenant financièrement les familles restées au pays. La langue créole unit le peuple. La mémoire de 1804 inspire toujours, car l'identité haïtienne ne se résume pas à la pauvreté ou aux catastrophes. Elle est faite de dignité, de créativité et d'une force historique unique. Un héritage lourd, mais une histoire inachevée. Haïti porte un héritage complexe. Première république noire indépendante. Première nation issue d'une révolution d'esclaves victorieuse. Pays puni économiquement pour sa liberté. Nation marquée par les occupations, les dictatures et les catastrophes. Mais l'histoire d'Haïti n'est pas terminée. Chaque génération réécrit une partie du récit. Chaque enfant né sur cette terre hérite d'une mémoire de lutte. Conclusion émotionnelle pour la vidéo. Haïti n'est pas seulement un pays de crise. C'est un pays qui a osé défier l'ordre mondial. Un pays qui a prouvé que les chaînes peuvent être brisées. Oui, les défis sont immenses. Oui, les blessures sont profondes. Mais un peuple qui a vaincu Napoléon, un peuple qui a survécu à l'esclavage, aux dettes injustes, aux occupations et aux dictatures. Ce peuple ne disparaît pas. Haïti est une question ouverte à l'histoire. Et l'histoire n'a pas encore dit son dernier mot.